nous allons maintenant passer à la conférence de ce soir, où donc, puisque nous sommes dans le cycle de ce dernier trimestre de l'année 2024, nous allons évoquer, donc nous avions choisi comme thème la justice, et moi j'aimerais plus particulièrement vous entretenir des lieux de justice en Savoie. Alors, pour commencer, je vais prendre cette terrible gravure où vous voyez une potence, vous voyez un gibet, vous voyez une scène de décapitation, pilori, carcan, fouet, écartèlement, etc. Donc vous voyez tout ça réuni en un seul lieu, mais justement où avaient lieu ces exécutions et ces châtiments particulièrement terribles qui... Là, évidemment, on pense au Moyen-Âge, mais il faut voir qu'il y a beaucoup de ces peines qui ont duré jusqu'à la Révolution, et même au-delà. Hein, et pas oublier, c'est assez paradoxal quand même de le dire, que la guillotine, elle a été inventée pour faire des exécutions capitales, mais elle a été inventée aussi pour abréger les souffrances des personnes qu'on avait condamnées. Et donc, voilà, autour de ces châtiments qui sont particulièrement terribles, hein, vous voyez, là, les scènes sont quand même assez atroces, eh bien, on va essayer de voir où ces exécutions, où ces châtiments étaient donnés. Alors, pas perdre de vue, et ça c'est un point extrêmement important, pas perdre de vue que la justice, sous l'Ancien Régime et jusqu'à une période, je dirais quand même assez récente, on va dire début du XXe siècle pour faire court, eh bien la justice c'est une des manifestations la plus évidente et la plus marquante du pouvoir. On a tous en tête l'image de Saint Louis qui rend la justice sous son chêne. La justice, c'est un des pouvoirs que détient le monarque. À la Révolution, c'est un des trois pouvoirs principaux qu'on va s'attacher à séparer du législatif et de l'exécutif. Hein. Donc, l'importance de la justice doit être soulignée, et notamment son caractère public. J'insiste bien là-dessus, parce que il était important, spécialement sous l'Ancien Régime, de bien montrer les châtiments, à titre notamment d'exemple. Ne commettez pas tel crime, parce que sinon, voyez ce que vous risquez d'avoir. Ou, attention, ici, il y a eu un crime atroce qui a été perpétré, on va essayer d'en garder le souvenir. Et donc, voilà, ce que je vais vous proposer ici, je ne vais pas vous... Comment dire, je n'avais pas envie de vous faire un descriptif long et précis, juridique, sur ce qu'est un lieu de justice et tout ce qui s'y attache, mais plutôt essayer de vous donner un certain nombre d'exemples en Savoie, c'est-à-dire les deux actuels départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, en allant du nord de Publier jusqu'à Détrier au sud du département de la Savoie. Et puis, du point de vue de l'arc chronologique, on va se situer du Moyen-Âge à nos jours. Alors après, si on veut être un petit peu plus précis, je vous propose deux cartes. On va commencer par la Haute-Savoie. Donc on va aller du nord au sud. On va commencer donc par Publier, à côté de Thonon. Ensuite, on évoquera Bonneville. On évoquera également Annecy, et puis également Sénaux, hein, où oui, il y avait un tribunal à Sénaux. On verra où et comment. Et puis enfin, on évoquera également Faverges. On me fait signe. J'éteins un peu les lumières. C'est gênant ? C'est bon ? Voilà, donc pour la Haute-Savoie, évidemment, j'ai mis un peu l'accent plutôt sur la Haute-Savoie. On verra seulement 3 lieux en Savoie. Chambéry, on peut difficilement faire autrement, parce que de toute façon, Chambéry, encore de nos jours, peut être considéré comme la capitale judiciaire des deux départements. On verra également Moutier, et puis on finira par Détrier, qui est un cas d'espèce très intéressant et très particulier. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons commencer notre petit voyage judiciaire, notre voyage dans les lieux de justice, par Publier, avec les fourches du marquis. Alors là, je dois remercier au passage et rendre hommage à Arnaud Delers et Jean-Marc Kuntz, qui ont publié Crimes et châtiments en Chablais, qui est un excellent ouvrage où justement sont évoqués les lieux de justice en Chablais. Moi, mon rêve, ce serait qu'on ait un livre comme ça pour chacune des provinces de Savoie. On aurait un panorama très complet. Et vous allez me dire, mais
Un lieu de justice ici. Comment ça se fait? Bah oui, un lieu de justice. Le premier des lieux de justice, là, on va évoquer quelque chose qui remonte au XVIIe siècle. Eh bien, le premier lieu de justice, c'est le chemin, c'est la rue, c'est la voie de communication. Pourquoi? Parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure quant au caractère public de la justice. L'idée, c'est que le châtiment, ou là où la justice est rendue, eh bien, il faut que ce soit quelque chose de visible. Et l'endroit, j'allais dire, le plus naturel, le plus facile, à la campagne, ça va être au bord des chemins, au bord des routes. On verra que ce sera plusieurs fois question de ça. Et en ville, ça va être dans la rue. Les criminels, autrefois, une fois qu'ils étaient condamnés, eh bien, on les faisait circuler dans la ville. On les arrêtait à un certain nombre de carrefours, de manière à ce qu'on voit bien qui était le criminel et, le cas échéant, ce qu'il avait commis. Donc, un des premiers lieux de justice, c'est tout simplement la rue, le chemin, la voie de communication. Ça, c'est un point extrêmement important. Et donc, si je reprends la photo qu'on a ici, ben, vous voyez qu'on a bien cette voie de communication, une surface un peu en hauteur, un peu surélevée par rapport à la rue, et c'est là que se situaient ce qu'on appelait les fourches patibulaires. Les fourches patibulaires, c'est tout bonnement la potence. Hein, c'est-à-dire un petit édifice qui pouvait comporter 2, 4, 6, 8 piliers éventuellement, qui permettait tout simplement de pendre les condamnés. Hein. Donc c'était une manifestation, on va dire, très, très claire de la justice. Et justement, à publier, en 1678, on a le marquis de Coudray, qui s'appelle Jacques d'Allinges. Alors les Allinges, c'est une grande famille féodale hein, qui évidemment était très, très puissante en Chablais. Et donc en 1678, notre marquis de Coudray, il fait restaurer les fourches. Et on nous dit que c'est une potence à 2 piliers. Hein. Donc imaginez un petit peu ce qu'on avait dans ma deuxième diapositive, où vous voyez cette potence avec deux piliers reliés par une traverse. Et c'est intéressant de noter qu'en 1678, il les fait restaurer. Il ne les fait pas instaurer, il les fait restaurer, c'est-à-dire qu'elle existait précédemment. Et effectivement, il y a une enquête où on interroge un certain nombre de témoins. Alors on va interroger plutôt des personnes âgées pour faire appel à leur mémoire, qui indiquent que, ah oui, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait à cet emplacement des piliers en bois qui étaient érigés. Puis, bon, comme ça n'a pas été entretenu, comme il y a eu un certain nombre d'intempéries, eh bien, les fourches, les potences, elles sont tombées. Eh bien, le marquis de Coudray, il veut restaurer son autorité. Et un des moyens de restaurer son autorité, surtout de manière symbolique, il faut bien le dire, eh bien, c'est de faire restaurer ces fourches patibulaires, donc cette potence, en plus en la coiffant, en règle générale, de ses armoiries, hein, pour bien montrer sa puissance et en tout cas sa capacité à rendre la justice et au besoin à donner la mort. Et ce qui est intéressant dans le cas de publié, parce que c'est pas quelque chose c'est pas un cas isolé si vous voulez, ce qui est intéressant dans le cas de publié, c'est que c'est une des rares potences, une des rares fourches patibulaires à être signalée dans le cadastre sarde. Parce qu'effectivement, si on regarde le cadastre sarde à l'emplacement, en tout cas approximatif, que nous permettent de trouver ces fameuses enquêtes de 1678, eh bien, on trouve ce curieux signe, si on veut, qui probablement signale justement ces fameuses fourches patibulaires. Et on voit bien qu'il y a le trait en dessous qui montre le passage d'un chemin. Hein, encore une fois, la voie de communication est un élément assez important pour dresser ces fameuses fourches patibulaires et puis désigner, attention, là vous êtes sur les terres du marquis de Coudray, il manifeste sa puissance et faites attention, il est capable de rendre la justice qui peut être tout à fait terrible. Voilà, donc un premier exemple de lieu de justice, le chemin à la campagne, la rue à la ville. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Alors justement, puisqu'on parle de ville, parlons d'une petite ville. Bonneville, c'est une toute petite bourgade hein, sous l'Ancien Régime, hein, c'est à peine une ville. Mais ce qui est important donc dans cette agglomération, c'est son château. Alors, 2 mots du château, parce que
C'est un édifice qui remonte au XIIIe siècle. A priori, les éléments les plus anciens de la construction remontent au dernier quart du XIIIe siècle. Les tours que vous avez ici datent justement de cette époque, et il faut s'imaginer qu'il y avait une troisième tour qui se trouvait ici. On l'appelait la tour blanche, et celle-ci, celle que vous avez le plus à droite, s'appelait la tour noire. Alors, le château de Bonneville, il a de la chance parce que cette photo, elle est récente. Elle est issue d'un rapport d'une équipe de fouilles qui est justement à travailler d'une part à mieux connaître le bâtiment, à faire des fouilles justement à l'intérieur du château, et qui a permis aussi la restauration du château. Il y a quelques années, il y a peut-être 20 ou 30 ans, évidemment, le château de Bonneville n'était pas dans cet état. Il y a eu un gros effort qui a été fait pour le restaurer et pour mieux le connaître, et ça on doit s'en réjouir, bien sûr. Et donc ce château de Bonneville, évidemment, ça a été d'abord une forteresse, ça a été une des capitales des barons de Faucigny, mais au XVe siècle, Bonneville perd de son intérêt stratégique pour une raison très simple, parce que Bonneville se retrouve au beau milieu des possessions de la maison de Savoie. Donc au XVe siècle, le rôle de forteresse va nettement diminuer, et à la place, eh bien, le comte, ou le baron de Faucigny en tout cas, va installer des prisons, va installer une administration. Il va y avoir le châtelain notamment qui va tenir ici sa justice, et qui va occuper le château. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que dès le milieu du XVIe siècle, on a un procès-verbal qui l'assure, il y a des prisons qui sont installées, on a même un procès-verbal de visite que nous avons édité il y a quelques années avec Mathieu de la Corbière, où il est évoqué les prisons du côté de la ville bien serrantes, doublées et bien fermées, avec leur espars, angons, serrures, verrous et clés, le tout comme il appartient. Voilà, on sait que dès cette époque, existait donc une prison à cet endroit, alors qu'à cette époque, donc mi-XVIe siècle, le tribunal, à proprement parler, n'est pas encore au château. Ce sera au siècle suivant qu'il viendra s'installer donc au château de Bonneville. À cette époque, donc au XVIe siècle, on sait que la judicature mage de Faucigny, qui est l'équivalent, pour faire court, de nos actuels tribunaux d'instance, si je simplifie à l'extrême, siégeait dans une autre maison à l'intérieur de Bonneville. Voilà, et donc dès cette époque, il y a des prisons. Et on va voir que le château de Bonneville va garder cette fonction carcérale jusqu'à une époque en fait relativement récente. Alors, le château de Bonneville, il est assez bien documenté, parce que là, on a un extrait du Théâtrum Sabaudier, vous savez, ce fameux ouvrage qui donne des gravures, des gravures un peu, il faut être honnête, des gravures un peu enjolivées, on va dire, un peu idéalisées des différentes villes de Savoie, mais qui, globalement, semblent être à peu près correcte pour le château de Bonneville, puisqu'on retrouve bien les deux tours que je vous mentionnais, et la troisième qui a actuellement disparu. Et on voit bien ici, on a un corps de logis qui ressemble très probablement, qui ressemble fort à une prison. Alors, puisque j'évoque prison, tribunal et peine, quelques mots aussi de ce qu'on appelait les compositions, c'est-à-dire la capacité qu'avaient un certain nombre de condamnés de racheter leur peine de façon pécuniaire. C'est-à-dire, vous commettiez un crime ou un délit, vous aviez la possibilité de vous le racheter. Alors, si vous voulez bien, je vais vous faire un petit inventaire de ces amendes qui étaient adjugées par le juge-mage de Faucigny. Là, on se situe sur l'année 1571-1572, et ce qui m'a frappé en analysant cette comptabilité, c'est qu'en 1571-1572, vous avez 12 meurtres qui ont été commis en Faucigny. Alors, le Faucigny, vous voyez, c'est des portes de Genève jusqu'au Mont Blanc et jusqu'à Flumet. C'est quand même l'équivalent de l'actuel arrondissement de Bonneville, justement. Donc 12 meurtres effectués. Et les meurtriers, les personnes mises en cause dans ces 12 meurtres, vont racheter leur peine.
ils vont les racheter entre 60 et 200 livres. C'est pas cher payé pour une vie, hein, vous allez me dire. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que les autres tarifs, si on compare avec d'autres crimes ou délits, eh bien on a des tarifs assez surprenants. Adultère, 9 livres. Faux témoignage, 60 livres. Le prêt usuraire, 100 livres. Coups et blessures, mais sans homicide, 40 livres. Et puis alors là, très surprenant, 200 livres, devinez pourquoi? Pas de la fausse monnaie, un faux testament produit par un notaire. Vous voyez, c'est assez curieux, effectivement, de voir que ça c'est une des caractéristiques hein, de la justice d'Ancien Régime, en tout cas au moins jusqu'au XVIIe siècle, ça sera un peu moins vrai au XVIIIe siècle. Il y avait des possibilités de se racheter de crimes de façon avec de l'argent, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà, il me semblait intéressant de vous donner ces quelques chiffres. Donc notre château de Bonneville, eh bien, il va garder ce statut de prison jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il va abriter aussi toujours donc, la judicature mage de Faucigny. Et jusqu'à la période Sarre, donc jusqu'à l'annexion, on va avoir des prisons dans ce château. Donc là, vous voyez, vous avez un plan de 1856, donc qui est toujours tiré de ce rapport de fouille qui a été très récemment publié, qui montre bien donc toujours nos deux tours. Hein. Vous notez au passage que la troisième a déjà disparu au XIXe siècle, et avec donc les différents cachots qui sont ici mentionnés. Donc, il faudra attendre en fait, l'annexion et donc l'arrivée du régime français pour voir des transformations un peu plus importantes dans cette prison. Alors, ça devait être une prison quand même assez, un peu passoire. Parce qu'au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe, quand les intendants gèrent le bâtiment, hein, chaque année, évidemment, au budget, on prévoit un certain nombre de travaux, eh bien, systématiquement, on va prévoir une certaine somme en cas d'évasion. C'est-à-dire, s'il y a des évasions, qu'on puisse reboucher les trous qui auront été faits dans les murailles, de manière à éviter que ça se reproduise. Mais voilà, dans le budget prévisionnel, on prévoit toujours une certaine somme pour pour reboucher en fait les évasions qu'on envisage être faites au cours de l'année qui vient. Et puis on a aussi pour ces prisons un certain nombre d'éléments qui nous donnent une petite idée aussi des conditions qui devaient être assez terribles de détention des prisonniers. Hein. Donc, par exemple, on a une lettre qui date de 1861 où on voit que on se plaint du retard des travaux et puis de la mauvaise conduite du gardien-chef qui entasse tous les prisonniers dans le même cachot, enfin en tout cas dans des cachots qui sont proches les uns des autres pour éviter à ouvrir trop de portes. On nous mentionne aussi qu'ils ne sont pas habillés du costume pénal. Soit dit en passant, c'est intéressant, hein, ça montre qu'à cette époque, théoriquement, les prisonniers devaient avoir une tenue de prisonnier. On ne leur fournit qu'une seule paillasse pour deux, avec une couverture au lieu d'un lit individuel avec des draps. Et puis enfin, on sait aussi que c'est seulement en 1864 que les premières latrines vont être aménagées dans les prisons. Donc, imaginez les conditions de détention, les conditions d'hygiène qui ne devaient pas être vraiment extraordinaires. Et il faut savoir aussi que cette prison, vous aviez donc une partie essentiellement pour les hommes, mais il y avait aussi une partie réservée aux femmes. Vous aviez également un quartier pour les femmes prisonnières. Voilà donc une vue du château de Bonneville au début du XXe siècle, hein, où il est encore une prison, mais avec des effectifs extrêmement réduits. Hein, en 1900, 12 prisonniers, 2 prisonnières. Donc c'est vraiment peu de monde. Je vous montre aussi donc, voilà, une coupe du château. Et en fait, cette prison, elle va petit à petit être abandonnée. Évidemment, les bâtiments demandent beaucoup d'entretien, ça coûte extrêmement cher
Et il se trouve que dans le département de la Haute-Savoie, il y a une autre maison d'arrêt qui est à Annecy. Donc le bâtiment petit à petit est abandonné. Et c'est dans les années 30 qu'on cesse d'utiliser le château comme prison. Même si pendant l'occupation, les Allemands vont à nouveau s'en servir. Alors après, c'est un bâtiment. Donc là, vous avez la cour des prisonniers dans une photo récente, là, toujours au cours de ces fameuses fouilles qui ont eu lieu il y a quelques années. Après la guerre, dans les années 50, le château va être utilisé pour accueillir une maison des jeunes. Et il y a un certain nombre de clubs qui vont y tenir leurs séances. Alors on va voir par exemple un ciné-club, le judo également. Il y aura même un dancing qui sera installé dans le château. Donc, voilà. Mais à nouveau, c'est un bâtiment qui se dégrade. Et dans les années 80, on le ferme pour des questions de sécurité. Le bâtiment était en trop mauvais état pour continuer à accueillir de manière sereine ces différentes activités. Et c'est en 1990 que va être fondée l'association des Amis du château de Bonneville, qui vont contribuer à sa renaissance et à sa restauration. Il passe à la ville de Bonneville, le château appartient à la ville de Bonneville depuis les années 50, et c'est en 1987 que le château sera classé monument historique. C'est ce qui va aider aussi à sa restauration, qui va vraiment commencer à partir des années 2016-2017. Et c'est pour ça que voilà, maintenant il a été correctement aménagé, et il y a également projet d'installation d'un musée dans ces murs. Voilà, donc si on prend un petit peu le plan, hein, on voit donc que c'est un bâtiment qui a beaucoup évolué au cours du temps. Ce que vous avez en gris, ce sont les parties les plus anciennes, hein, qui datent 13e, 14e. Vous avez ici donc ces fameuses prisons, hein, aménagées à partir du 16e. Le corps, on va dire le corps de bâtiment qu'on a, qui se trouve en milieu, qui est orienté nord-sud, lui date de la deuxième moitié du 19e, quand l'administration française reprend les prisons et qu'elle aménage un petit peu mieux le bâtiment. Et donc voilà un bon exemple, on va dire, d'espace qui est servi de prison, on va dire du Moyen-Âge, pratiquement jusqu'à nos jours. Et donc, comme je vous le disais, dans les années 30, on cesse d'utiliser ce bâtiment comme prison. À Annecy, il y avait déjà une maison d'arrêt sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et c'est à partir de 1966 qu'on va construire l'actuelle maison d'arrêt, hein, qui est l'unique maison d'arrêt pour le département de la Haute-Savoie, et qui va être donc ouverte, si je puis dire, aux prisonniers à partir de 1969. Donc, voilà, vous avez ici une photo de ce bâtiment qui se trouve d'ailleurs pas très très loin du château de Bonneville. Alors, au passage, si cette question des lieux de justice vous intéresse d'une manière un petit peu plus large, je vous recommande d'aller consulter le portail Hugo sur le site Criminocorpus, qui recense les lieux de justice un petit peu partout en France. Et il se trouve que justement, le château de Bonneville, pardon, je crois que c'est la maison d'arrêt, l'actuelle maison d'arrêt de Bonneville, eh bien, c'est un des rares lieux de justice qui a été recensé pour le département de la Haute-Savoie. Donc, je vous laisserai aller voir ce portail si la question vous intéresse. Ça vous permet donc de retrouver des notices qui décrivent des prisons, des palais de justice, des tribunaux, etc., un petit peu partout en France. Voilà, on a vu Bonneville. Maintenant, on continue notre voyage vers le sud avec Annecy. Donc là, vous reconnaissez donc la gravure d'Annecy du Théâtrum Sabaudier. Mais ce qui va caractériser l'installation de la justice à Annecy, c'est bien évidemment les vieilles prisons, c'est-à-dire le palais de Lille. Avec cette caractéristique pour Annecy que c'est une des rares villes en Savoie, peut-être même une des rares villes, on va dire en France, où très tôt, dès le Moyen-Âge, on a un bâtiment qui est spécialement conçu, spécialement fait, si je puis dire, pour abriter un tribunal et l'administration judiciaire, on va dire de manière très globale. Et ça, c'est vraiment une caractéristique annécienne
qu'il convient de souligner. Alors, deux mots sur... je ne vais pas vous refaire évidemment tout l'historique du palais de justice et du palais de Lille, ça nous entraînerait trop loin, mais simplement pour resituer rapidement, au Moyen-Âge, le palais de Lille, c'est le siège d'une petite seigneurie qui va passer un temps au Montou, qui va être petit à petit racheté par la maison de Savoie à partir du XVe siècle. Et c'est au milieu du XVIe que vont s'installer les tribunaux annéciens dans ces murs. Alors déjà précédemment, on avait déjà vu l'atelier monétaire ou également les juges du comté de Genève avant 1401 qui pouvaient siéger dans ce bâtiment, mais de manière, on va dire, plus pérenne, c'est à partir du XVIe siècle que les différents rouages de la justice annécienne vont s'installer dans le palais de Lille. Alors, voilà le plan du palais de Lille. Vous savez un petit peu comment s'organise le bâtiment, mais c'est peut-être pas inutile de le rappeler. Alors, vous avez le corps principal du palais qui se trouve ici, sur 3 niveaux. On reverra dans un instant un petit peu l'organisation des 3 niveaux. Vous avez à l'est, avec la fameuse figure de proue, la fameuse île en forme de galère, comme le disait Maurice Barfely au XVIIe siècle, avec donc une petite cour et une chapelle qui est attestée au moins depuis le XVIe siècle, et qui servait en fait tout simplement aux magistrats pour entendre la messe. Et puis vous avez la cour occidentale qui est bordée de ces fameuses banches, ces petits bâtiments en fait, qui abritaient les études des notaires et des procureurs et de tout ce monde d'officiers ministériels qui gravitaient autour des tribunaux et qui jouaient leur rôle dans l'administration de la justice. Voilà, donc pour l'organisation générale, avec donc 3 niveaux sur lesquels je vais revenir dans un instant. Alors, au rez-de-chaussée, justement, on avait les geôles, on avait les fameuses prisons, d'où, évidemment, le nom des vieilles prisons qu'on donne communément au Palais de Lille. Alors, au rez-de-chaussée, donc, on avait ces fameuses prisons, on avait le banc du châtelain, c'est-à-dire le siège de justice du châtelain. Le châtelain, c'était le tout premier niveau de la justice, c'est-à-dire le magistrat qui réglait les petits conflits, les litiges qui restaient, enfin qui mettaient en jeu des sommes assez restreintes. Et il se trouve que le châtelain d'Annecy, bien souvent, il était aussi le geôlier. C'était lui qui gérait également les prisons, et donc il logeait ici avec sa famille. Il était également tenu donc de nourrir les personnes qui étaient retenues prisonnières dans le palais de Lille. Il y avait également un certain nombre de locaux d'archives. Et évidemment, vous connaissez tous cette petite histoire, c'est-à-dire que quand les fameux crochets qu'on voit suspendus au palais de Lille ont moins servi à administrer la torture qu'à suspendre les sacs de procès et les autres documents d'archives pour les tenir éloignés des rats. Alors, 2 mots aussi sur la peine de prison à cette époque. Il faut voir que la peine de prison n'a pas la même valeur à cette époque que de nos jours. De nos jours, c'est une réelle peine. Vous pouvez être condamné à 20, 25 ans ou à perpétuité en raison de la gravité des faits que vous avez commis. Eh bien, sous l'Ancien Régime, ça n'a pas du tout la même valeur. On pouvait effectivement donner comme peine la prison, notamment pour les blasphémateurs, les prostituées, mais surtout pour les débiteurs envers le trésor ducal. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas payé vos impôts, c'était la prison. C'était un moyen de faire pression, évidemment, sur ces personnes pour qu'elles viennent payer les contraindre à payer leur impôt. Voilà, alors, on a vu donc le rez-de-chaussée, maintenant le premier étage du bâtiment. Alors c'est là où siégeait ce que l'on appelait la justice ordinaire. On va y trouver le juge-mage de Genevois, donc l'équivalent de son homologue du Faucigny, du Chablais, de la Maurienne ou de la Tarentaise, qui est là, on va dire, le premier niveau de la justice ducale.
mais c'est là aussi que va siéger, pendant la durée de l'apanage, et là je me permets de vous renvoyer à mon ouvrage que j'ai écrit naguère sur ce sujet, où on avait donc le Conseil de Genevois, qui a siégé ici, en gros, du milieu du XVIe siècle jusqu'à 1659, puis de 1675 à 1713, et qui constituait, on va dire, la principale juridiction d'Annecy à ces époques. Donc, différentes salles, où on avait bien évidemment la salle d'audience, où on recevait, où les juges recevaient donc les plaideurs, les présumés coupables, etc. Et évidemment d'autres salles, ce qu'on appelait le bureau par exemple, qui était la salle où se réunissaient les magistrats pour traiter un certain nombre d'affaires, et puis des locaux également pour stocker bien sûr tous les papiers que générait la juridiction. On a une petite idée aussi du mobilier qui existait dans ce bâtiment. Encore une fois, j'insiste, hein, c'est un des rares bâtiments qui était pratiquement exclusivement consacré à l'exercice de la justice. On sait qu'il y avait un certain nombre de bancs, de chaises, des garde-robes, c'est-à-dire des armoires dans lesquelles on conservait les archives. Il y avait une petite bibliothèque professionnelle avec un certain nombre d'ouvrages de droit auxquels les magistrats pouvaient se référer, et également un crucifix avec le portrait de Saint Jean et de Notre-Dame. Il ne faut pas oublier évidemment que la présence religieuse était très forte dans ces lieux de justice. Et n'oublions pas aussi que dans les tribunaux, les crucifix ont été retirés des tribunaux français seulement au moment de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Avant cette date-là, vous trouviez des représentations religieuses dans les tribunaux. Après, si on... voilà, donc là, vous avez une photo de l'intérieur du premier étage du Palais de Lille. Et au deuxième étage, vous aviez une autre juridiction qui tenait ses audiences, la Chambre des comptes de Genevois, qui là aussi donc, avait une salle d'audience, mais aussi d'autres salles pour conserver les archives, pour faire tout le travail de vérification des comptes. Et puis on ne va pas oublier aussi les combles. Et c'est dans les combles qu'on administrait la question. La question, vous savez, hein, c'est l'équivalent de la torture. Alors pourquoi la torture? Alors, on a toujours cette image, hein, vous avez forcément tous en tête l'image de personnes qu'on tourmente par divers moyens. Il faut voir que l'aveu dans le droit ancien constituait une des preuves essentielles, pour ne pas dire la preuve, pour déterminer la culpabilité d'une personne. Donc, obtenir les aveux, c'était en quelque sorte résoudre une affaire. Et puis, c'était aussi bien souvent le moyen d'obtenir les noms de complices dans un éventuel guet-apens, ou en tout cas, par exemple, d'un homicide qui pouvait être commis par plusieurs personnes. Alors, il faut voir aussi que, d'une part, la question, donc la torture, n'a pas toujours été administrée de manière systématique, loin de là. C'était une pratique qui était très encadrée et le juge ne pouvait pas faire n'importe quoi. On respectait aussi, dans une certaine mesure, les limites physiques que le supplicié pouvait supporter. Alors, ces différents supplices, ça pouvait être les brodequins, hein, c'est-à-dire qu'on enserrait les jambes de la personne de manière extrêmement forte pour obtenir les aveux. Il y avait d'autres, la peine de l'eau également, hein, c'est-à-dire qu'on versait, on obligeait la personne à boire des grandes quantités d'eau, là aussi pour obtenir les éventuels aveux. Et bien souvent, on réparait aussi le mal qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'après avoir administré la torture, on a des mentions de frais qui montrent qu'on payait des médecins pour réparer les blessures qui avaient été éventuellement infligées aux suppliciés. Ce qu'on sait aussi, c'est que déjà au XVIIIe siècle, la question est très rarement pratiquée. Et puis, bien souvent, on la pratique plutôt au château d'Annecy, qui était par ailleurs également une prison. Et on sait que cette torture, elle est pratiquée plutôt au château d'Annecy, parce que les voisins du palais de Lille se plaignaient des cris que les suppliciés émettaient en raison de leur souffrance. Donc, voilà, il faut être
il faut être très prudent par rapport à ces questions de torture et de questions. Voilà. Vous trouvez ici donc évidemment la façade du palais de Lille. Vous avez la fameuse viorbe, c'est-à-dire l'escalier à vis dans la tour. Et ici, vous avez donc l'arcade. L'arcade, c'était là aussi un lieu très important de justice, puisque c'était à partir de cet endroit que la sentence était prononcée. Donc on a des témoignages très précis qui montrent que les juges étaient présents ici, et vous aviez un huissier ou un greffier qui lisait la sentence de telle personne était condamnée à devoir circuler dans les rues et les carrefours d'Annecy en chemise, pour tenir un cierge et aller, par exemple, faire amende honorable sur le parvis de telle ou telle église d'Annecy. Donc voilà, un lieu extrêmement important pour l'exercice de la justice. Alors justement, la sentence, elle est prononcée. Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça se passe au paquet. Le paquet, c'est agréable. C'est un des lieux les plus agréables d'Annecy. Eh bien, il faut bien se figurer que autrefois, c'était là où on exécutait les condamnés. C'est là où donc on dressait des échafauds. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi on faisait ça au paquet? Eh bien, tout simplement parce que, c'était juste aux portes d'Annecy. 2, c'était un lieu suffisamment vaste pour accueillir le public. Encore une fois, j'insiste sur le caractère public des peines sous l'Ancien Régime. Dire que c'est un spectacle, c'est peut-être forcer un peu le trait, mais ce qui est certain, c'est qu'on cherchait à rendre public une exécution, encore une fois, dans un but pédagogique. Ne faites pas ce que le condamné a fait, parce que sinon vous risquez de rencontrer les mêmes problèmes. Et c'était là aussi la nécessité de manifester quelque part la puissance de la personne ou de l'autorité pour laquelle la justice était rendue, et là en l'occurrence le duc de Savoie ou le duc de Genevois. Donc voilà, il faut bien se dire que le paquet était un lieu particulièrement sinistre par moment. Pas toujours, c'était aussi, il faut bien le voir, un lieu de réjouissance. Alors, allez, je vous fais une petite typologie terrifiante des différents supplices. Le feu, par exemple. Le feu, il est censé purifier. Donc, on va l'administrer aux sorciers, aux espions, aux parricides, aux faux monnayeurs, aux incendiaires, on punit par où on a péché quelque part, aux hérétiques, aux sacrilèges et aux sodomites. Et quelquefois, nous indique un magistrat chambérien du XVIIe siècle, on y ajoute la peine des tenailles ardentes avec lesquelles on arrache les mamelles et autres endroits du corps de celui qui est mené au supplice, autant de fois que le juge l'a ordonné, et cela fut exécuté contre un certain engraisseur en 1631, parce qu'il avait été soupçonné d'avoir répandu la peste. Alors à Annecy, on sait, il y a des témoignages qui montrent qu'on pratiquait aussi ce genre de supplice, mais il y avait quand même une spécialité à Annecy. À votre avis, c'était quel supplice? La noyade, effectivement. On a le lac Annecy, on a le Thiou, c'est pratique, et effectivement, on a le témoignage d'un châtelain au début du XVIe siècle qui déclare qu'il a fait les exécutions et par tel jour faire pendre 2 ou 3 et autre jour noyer les uns et mettre en 4 quartiers les autres. C'est sans embâge, on voit bien que donc il y avait l'écartèlement, il y avait la noyade ou la pendaison qui était pratiquée. Alors, il y avait bien d'autres peines. Allez, je vous en donne d'autres qui sont réjouissantes. Le pilori, le fouet, alors le pilori, j'y reviendrai. Donc le feu, les tenailles ardentes, l'écartèlement. Par contre, je vous rassure, on ne pratiquait en Savoie ni la lapidation ni l'empalement. Vous échappiez au moins à ces deux supplices. Alors, voilà, là je vous ai évoqué les peines les plus sévères, mais il faut voir aussi qu'un autre lieu de justice important, c'était le Puy-Saint-Jean à Annecy. Et là, ça rejoint ce que je vous disais au début de mon propos. Il faut voir que la rue, le carrefour, le lieu de passage, c'est un lieu de justice, parce que c'est là où on va clouer au pilori, et là, vous avez, j'ai pris l'image
d'un pilori scandinave, mais qui devait probablement être de cette façon-là à Annecy, puisqu'on a, un texte de 1657 qui nous dit qu'on plante un gros pilier de chêne près du puits Saint-Jean pour installer le pilori. En plus, le pilori, il avait une double fonction. C'est là donc où on attachait les condamnés pour quelque part leur faire honte, hein, les montrer à tout le monde et indiquer, vous voyez, cette personne, elle a commis tel vol, elle a commis telle infraction. Donc on la cloue au pilori. Hein. D'ailleurs, l'expression qu'on garde encore montre bien clouer quelqu'un au pilori, ben, c'est l'afficher, si vous me permettez l'expression, et c'est quelque part lui faire honte, hein, si je puis dire. Et donc, on sait que ça existait. Et donc, quand il n'y avait pas de personnes qui étaient attachées au pilori, eh bien, on s'en servait pour afficher j'allais dire, des petites annonces. Alors, les petites annonces, entendons-nous, c'est-à-dire les sentences de la justice, les annonces légales des administrations ducales ou royales. Donc voilà, alors quelquefois on pouvait même subir deux peines. Il pouvait y avoir le pilori et le fouet. Et là je reprends à nouveau Charles-Emmanuel Deville qui nous dit au XVIIIe siècle. Donc on administra le pilori et le fouet, comme il arriva de deux maquerelles, appelées l'une Bastienne et l'autre Majorique. Une autre, nommée Catherine, fut seulement pilorisée pour avoir été putain public. Et quoique la peine des simples larrons soit du fouet, néanmoins, ils sont quelquefois mis au carcan pour des petits larcins, comme l'on ordonna contre une fille qui avait dérobé des melons dans un jardin. Donc faites attention, n'allez pas dérober des fruits, vous risquez de finir au pilori. Voilà, donc on sait qu'à Annecy, ce pilori se trouvait donc juste à côté du puits Saint-Jean. Le palais de Lille donc, a gardé ses fonctions de prison jusqu'au XIXe siècle. Et c'est avec l'annexion et donc l'installation de l'administration française qu'on va construire un nouveau bâtiment pour les prisons. Vous savez qu'au XIXe, le palais de Lille va connaître un certain nombre de vicissitudes, va être un temps asile de vieillards, il va faillir disparaître au tournant du XXe siècle. Et bien pendant ce temps-là, donc l'administration judiciaire et pénitentiaire est allée s'installer à l'emplacement de l'actuel palais de justice, et c'est là donc qu'on va construire la maison d'arrêt et de justice qui va servir de prison en fait pour le département de la Haute-Savoie. Donc là vous avez une vue d'ensemble des bâtiments. Ici donc on voit un petit peu le portail et la courtine qui enveloppait la maison d'arrêt. Et donc là, une vue également des bâtiments. Vous aviez la gendarmerie nationale également qui se trouvait à côté. Le bâtiment donc, des prisons avec la cour des prisonniers. Et donc ces bâtiments vont être détruits à la fin des années 60. Pour des raisons à la fois, je dirais, de salubrité et de commodité. Et aussi parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir de 1966, on édifie la maison d'arrêt de Bonneville. Donc, on va détruire ces bâtiments, donc qui, bien sûr, n'existent plus actuellement. Pendant un temps, ces bâtiments vont être remplacés par un parking. Et puis, à partir de 1974-1975, c'est Maurice Novarina, architecte, qui va concevoir les plans d'un nouveau palais de justice, qui va dont la construction va démarrer en 1977. Donc là, vous voyez justement des photos qui montrent la construction de ce nouveau palais de justice, qui va finalement donc, être inauguré en 1978. Alors, c'est intéressant de voir que l'organisation, là aussi, du palais de justice est assez proche de ce qu'on a vu au palais de Lille. Hein. C'est-à-dire qu'au sous-sol, vous allez avoir les archives, aussi des locaux pour tenir les détenus en attente de leur procès. Au rez-de-chaussée, tout ce qui est hall d'accueil et accueil du public. Au premier étage, les salles d'audience.
Le parquet se trouvera au 3e étage, etc., etc. Donc voilà, on réserve à chacun des niveaux, évidemment, un certain nombre de salles pour les différentes fonctions judiciaires. Et puis, vous le savez aussi, hein, ce bâtiment a été fermé pendant plusieurs années, puisqu'il y a eu un attentat en 2001, attentat qu'on avait initialement attribué à une filière corse, mais ce n'était pas du tout le cas, il n'y avait rien à voir avec la Corse, hein, c'était un entrepreneur qui avait voulu se venger de la justice et qui donc avait fait exploser un engin. Et c'est seulement donc en septembre 2008 que le palais de justice a pu rouvrir. Et donc là, on peut voir également donc, quelques photos du palais actuellement. Donc avec cette architecture très particulière, hein, de béton et de verre qui marque bien justement la présence de la justice au milieu d'Annecy. Voilà pour des tribunaux urbains. Et maintenant, saviez-vous qu'à Sénaux, il y avait également un tribunal? Donc, vous reconnaissez ici la butte Saint-Martin avec l'église Saint-Martin de Sénaux. Et vous noterez bien que se trouve à côté une croix. Vous allez voir qu'elle va avoir son importance. Alors là, on se transporte au tout début du XVIIIe siècle, où on a le seigneur de Sénaux, qui s'appelle Michel Pellard, ou Jean-Michel Pellard, on le trouve sous les deux prénoms, qui vient justement de faire l'acquisition de la seigneurie de Sénaux. C'est un aristocrate qui est issu d'une grande lignée de magistrats annéciens, et il veut en quelque sorte bien asseoir son autorité. Et au tout début du XVIIe siècle, donc en 18e, pardon, en 1701, il obtient l'autorisation de dresser, je dis bien dresser, non pas restaurer comme c'était le cas en 1678 à publier, mais donc de dresser des potences, un pilori et un banc du droit. Un banc du droit, on verra dans un instant, c'est en quelque sorte le local pour que le juge puisse tenir ses audiences. Alors, on peut peut-être se demander si ces édifices ont effectivement existé, mais en tout cas, on a un certain nombre de textes qui nous apportent des éléments très éclairants là-dessus. Alors tout d'abord, les fameuses potences, les fameuses fourches patibulaires. Eh bien, on a un texte qui nous indique que, nous dit un des témoins produits en 1701, qu'elle ne saurait être mieux placée que dans les communes de Malat, lieu-dit et steppe de Longirey. Et si vous regardez un plan de Sénaux actuellement, eh bien vous avez un chemin de Longirey qui se trouve, comme par hasard, un peu sur une éminence, hein, on va dire, une partie un petit peu élevée, juste au-dessus de l'actuelle avenue d'Aix-les-Bains, qui à l'époque était la route qui allait d'Annecy à Rumilly. Donc à nouveau, vous voyez, on retrouve dans ce lieu de justice l'idée d'un pilori, d'une fourche patibulaire, qui se trouve non loin d'une voie de communication, et en tout cas à la vue du public. Donc, après, on ne sait pas exactement si ces fourches patibulaires ont effectivement été plantées. A priori, il n'y a rien qui nous indiquerait le contraire, en tout cas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que le pilori, lui, a bien été installé, et le banc du droit aussi. Hein, on a un témoignage à la fin du XVIIIe, en 1780, où on voit un greffier qui vient faire des publications à Sénaux. Il lit la sentence à haute intelligible voix, et on nous indique qu'il va aller planter la sentence qui a été donc écrite au devant du cimetière, au pilori qui est dans le cimetière et au devant du banc du droit. Or, on sait que jusqu'à une période assez récente d'ailleurs, le cimetière de Sénaux se trouvait autour de l'église, à cet emplacement. Et en examinant bien le texte, on se rend compte qu'en fait le banc du droit devait se trouver ici, et que la croix qui est ici positionnée, elle est probablement à peu près à l'endroit où devait se trouver le pilori seigneurial. Alors, il est probable qu'à la Révolution, on a mis tout ça à bas, mais en tout cas, voilà, on a la possibilité de localiser assez précisément ce fameux pilori, étant entendu que le banc du droit, comme je vous le disais, ça pouvait être un petit bâtiment, ça pouvait même être probablement, c'était peut-être le cas ici, ça pouvait même être simplement quelques meubles, hein, c'est-à-dire un siège,
un bureau pour pouvoir écrire, un ou deux bancs qui devaient permettre de tenir l'audience. Voilà, en tout cas, il est assez intéressant et assez curieux de voir que, y compris dans une communauté rurale, hein, Sénaux au XVIIIe siècle, c'est un tout petit village. Le chef-lieu, enfin en tout cas la butte Saint-Martin, vous aviez seulement la cure, la grange que vous voyez ici sur la gauche et l'église. Hein, le bâtiment qu'on voit ici, c'est la mairie qui a été bâtie au Second Empire, donc c'est un tout petit regroupement de maisons. Eh bien, le seigneur fait quand même manifester son autorité en plantant ici son pilori et son banc du droit. Voilà, autre exemple de lieu de justice. On descend toujours vers le sud et là on va s'arrêter à Faverges. Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment? C'est le bâtiment qu'on appelle le tabellion de Faverges. Alors pour ceux qui font un petit peu de généalogie ou qui en tout cas s'intéressent aux archives savoyardes, vous savez ce que c'est que le tabellion. Le tabellion, c'est une institution qui a été créée en 1697. Vous avez un bureau du tabellion qui est installé en gros dans toutes les bourgades un petit peu importantes du duché de Savoie, qui correspondraient à nos actuels chefs-lieux de canton pour faire court. Et le tabellion, c'est à peu près l'équivalent de notre actuelle insinuation, c'est-à-dire que c'est ici qu'étaient enregistrés les actes passés devant les notaires d'un ressort déterminé. Et en Savoie, ça allait même un petit peu plus loin, et c'est en ça que c'est une source très intéressante pour le XVIIIe siècle, c'est qu'on retrouve dans les registres du tabellion, donc des notaires, l'intégralité, le texte intégral des actes qui sont passés devant eux. Et donc, Faverges était le siège d'un tabellion, et il se trouve qu'il y a un incendie qui va ravager partiellement Faverges le 19 avril 1783. Miracle, on arrive à sauver au cours de cet incendie les archives de la ville et également les archives du tabellion. Et face à cette menace, on va essayer de construire un bâtiment qui va être spécialement dédié à abriter les archives du tabellion. Et c'est précisément donc ce bâtiment donc, que je vous ai montré à l'instant qui va être bâti au cours de l'année 1783 pour abriter ces archives. Eh bien, ce bâtiment, donc la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, elle date du mois d'août dernier. Eh bien, voilà l'état de l'autre côté. C'est un garage actuellement. Il faut savoir qu'il était en main privée jusqu'en 2004. Enfin, il était en tout cas en main privée en 2014 et il a été racheté par la ville de Faverges en 2018. Donc, voilà, à voir quelle suite, quelle destinée va être faite à ce bâtiment. Vous voyez, donc c'est un bâtiment relativement simple, un seul niveau, 2 pièces, une pièce où l'insinuateur, c'est-à-dire la personne qui tenait le tabellion de Faverges, recevait les personnes qui pouvaient venir soit consulter des actes, soit éventuellement les notaires qui venaient déposer régulièrement les actes qui étaient passés devant eux. Et puis donc une pièce plus importante dans laquelle étaient conservés soigneusement les registres du tabellion. Voilà, donc un lieu de justice, toujours debout, facile, c'est juste à côté de la poste de Faverges, et qui est là aussi une des manifestations, si ce n'est de la justice, du moins du droit exercé par les notaires. Alors je ne pouvais pas non plus, évidemment, vous parler des juges de justice sans vous parler de Chambéry, puisque ça a été évidemment la capitale judiciaire du duché pendant plusieurs siècles. Le cœur névralgique de la justice, ça va être le château, évidemment, où on va avoir notamment la Chambre des comptes qui va exercer, mais ça va être surtout ici, le couvent de Saint-Dominique. Le couvent de Saint-Dominique, c'est là où le Sénat de Savoie, donc l'instance suprême du duché, va s'exercer. Et on va voir que comme à Annecy, le Vernet, le parc donc, qui se trouve ici, et où on va trouver l'actuel palais de justice, eh bien c'est là aussi, ça va être un des lieux de justice de Chambéry. Alors, 2 mots sur le palais de justice de Chambéry. Là, vous avez une photo assez récente qui vous montre donc, le palais avec à l'avant donc, la statue d'Antoine Fabre. Alors, c'est un bâtiment assez curieux donc, qui est dû à l'architecte Pierre-Louis Besson et dont la première pierre a été posée en 1850 seulement.
C'est-à-dire que, en gros, le Sénat de Savoie n'a pratiquement pas siégé dans ce bâtiment-là, puisque la construction s'est étalée à peu près sur 10 ans, entre 1850 et 1860. Et 1860, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ici, dans ce bâtiment, qu'on va proclamer les résultats du plébiscite et que la Savoie va être rattachée à la France. Donc, en réalité, les tribunaux sardes, ou en tout cas les tribunaux de la Savoie d'Ancien Régime, pour faire court, ben, n'ont jamais siégé dans ce bâtiment qui n'a d'ailleurs jamais été officiellement inauguré, parce qu'il a été initié par le royaume sarde, mais il a été terminé par le régime français. Et donc, voilà, c'est un des bâtiments qui n'a jamais été officiellement inauguré. Alors, du point de vue architectural, hein, c'est du néoclassicisme assez massif, si je puis dire, avec néanmoins une touche de couleur, hein, avec cette façade rouge. Et si vous avez l'occasion de pénétrer dans la cour, vous verrez que vous avez aussi des teintes un peu jaunes, un peu vertes, qui rappellent un petit peu, on va dire, les couleurs que vous pouvez trouver sur certains bâtiments à Turin, par exemple. Hein. Et d'ailleurs, ce rouge, on le qualifie de rouge sarde, et il a fait l'objet d'une restauration en 1976, hein, qui est la date de la dernière grosse restauration qu'a connue ce bâtiment. Derrière vous retrouvez ici là, donc une partie du palais de justice. Bah, vous avez le parc du Vernet, hein, qui est bien plus petit actuellement qu'il n'était autrefois, puisqu'un certain nombre de bâtiments ont grignoté sa place. Donc là, je vous le resitue sur le Théâtrum Sabaudier. Hein. On a encore une fois ici Saint-Dominique. On a ici la Visitation, et donc le palais de justice, hein, actuel se trouve à peu près à cet endroit. Et c'est au Vernet que, comme à Annecy, on effectuait les exécutions. Alors c'était tout au bout du Vernet. Vous avez ici donc l'extrémité du Vernet, et vous voyez ici la pointe du Nivolet avec sa fameuse croix. Eh bien, la croix du Nivolet, qui a été installée donc là-haut dans les années 1860, elle vient en fait d'ici, du bout du Vernet, là où se trouvait donc un calvaire et la chapelle des pénitents noirs, qui était en fait le lieu d'exécution. Hein. C'était à proximité de cette chapelle qu'on exécutait tous ceux qui étaient condamnés à la potence, à la décapitation, etc. etc. Et donc, quand vers 1860, on a percé l'avenue du Comte-Vert, qu'on retrouve ici, c'est donc à peu près à cet emplacement que se trouvait donc la chapelle des pénitents noirs et cette croix. Et donc, quand on a percé cette avenue, donc on a voulu détruire cette chapelle et enlever la croix, eh bien, il y a un certain nombre de chambériens qui ont demandé à ce que la croix soit emmenée au sommet du Nivolet, et ça reste quand même un des lieux emblématiques de Chambéry, donc étroitement lié, encore une fois, à ces problématiques de lieu de justice. Voilà, c'est assez curieux à savoir. On reste en Savoie, mais cette fois-ci, on va aller à Moutier, et je voudrais vous parler d'un lieu de justice, qui a une histoire beaucoup plus courte, mais qui n'est pas inintéressante. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez ce bâtiment. C'est un bâtiment qui se trouve juste au nord de la gare, dans ce quartier qu'on appelle le quartier de la Chaudane, où vous voyez où on a encore une rue de l'Aciérie et où se trouvaient jusque dans les années 80 les aciéries Péchinet. Donc c'était un lieu particulièrement industriel. Mais avec les Jeux Olympiques de 1992, évidemment, Moutier s'est transformé, et c'est là qu'a été accueillie donc la Maison de la Justice et du Droit. Alors, quelques mots sur ce que sont ces maisons de justice et du droit. Ce sont des institutions qui ont été créées par la loi du 18 décembre 1998. En 2022, il y a 145 maisons de la justice et du droit qui existent en France, et en fait, ce sont des structures qui cherchent à assurer une présence judiciaire de proximité, avec 3 missions principales. Donc, informer, hein, ce sont des lieux où vous pouvez prendre rendez-vous avec des notaires, des avocats, des experts pour recevoir des conseils juridiques gratuites donc, dans ces structures. C'est également ici que peuvent intervenir les conciliateurs de justice pour régler un certain nombre de conflits
dire des conflits mineurs, si je puis dire, et chercher donc à trouver des accords. Et puis, c'est aussi dans cet endroit où le citoyen peut trouver une aide à la fois juridique, mais aussi une aide morale dans le cas d'infractions pénales. Alors, ça peut être des agressions, des coups et blessures, injures, escroqueries, etc., etc. Donc, vous voyez, assurer une première, on va dire, un premier niveau d'information et d'assistance juridique, dans la perspective, évidemment, de rapprocher la justice des territoires. Alors, si je prends l'exemple du département de la Savoie, vous avez 5 maisons de la justice et du droit qui existent. Donc vous en avez une à Moutier, qui a été créée justement au moment de la création de ces institutions, en 1998. Vous en avez une autre à Aix, une autre dans les Hauts-de-Chambéry, à Saint-Jean-de-Maurienne et également à Albertville. Donc vous voyez un maillage du territoire assez fin, si je puis dire, et qui remplace aussi la disparition d'un certain nombre de tribunaux, puisque le tribunal d'instance de Moutier, par exemple, a disparu en 2011, donc les maisons de la justice et du droit peuvent suppléer, au moins en partie, la disparition d'un certain nombre de ces tribunaux. Pour ce qui est donc de Moutier, donc le bâtiment dans lequel se trouve la maison de la justice et du droit, c'est un bâtiment qui a été donc bâti entre 1989 et 1991. C'est là où étaient abrités une partie des journalistes et une partie des équipes de télévision. Évidemment, une fois les Jeux Olympiques terminés, on avait la possibilité d'utiliser ces bâtiments. Alors la maison de justice et du droit a d'abord été un temps dans les bâtiments de l'hôtel de ville de Moutier. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Vous avez souvent les tribunaux qui sont installés dans le même bâtiment que l'hôtel de ville. Ça a été le cas notamment à Annecy, ici, pendant assez longtemps. Et c'est en 2004-2005 que la maison de justice et du droit s'est installée donc, dans les actuels bâtiments de la Chaudanne. Voilà, donc un autre exemple de lieu de justice auquel les citoyens peuvent recourir dans un maillage territorial assez serré. Pour terminer, dernier lieu de justice, d'Étrier. Alors là, c'est un cas assez intéressant que, grâce à un certain nombre de documents d'archives, j'ai pu pister, et donc je voudrais vous partager ça. Alors on va commencer par un document de 1678. Vous vous souvenez, publié à l'autre bout du duché, on a notre marquis de Coudray, Jacques d'Allinges, qui fait restaurer les patibulaires à publier. Eh bien, figurez-vous qu'il détient aussi la seigneurie de la Rochette et il va faire la même chose à D'Étrier. Notre même marquis de Coudray va donc faire restaurer les fourches patibulaires. Et là, on a la déposition d'un des témoins auquel on fait appel. Et alors, je vais vous lire ce qui est indiqué. Donc, le témoin en question dit et dépose qu'il a souvent ouï dire à son père, décédé dès environ 18 années, qu'il y avait des patibulaires à 4 piliers dans des buissons et arbres qui sont dans le milieu des terres des ouards picolais, donc de la famille Picolet si vous préférez, éloignés du grand chemin d'environ 50 pas, et au-dessous est le lac des révérends pères chartreux, presque de la même distance. Donc, si on comprend bien le texte, on voit que ces fameuses fourches patibulaires, elles ont été érigées entre le lac des Pères Chartreux, à D'Étrier, c'est l'actuel lac de Saint-Clair, et la route principale, donc sur une espèce de petite éminence, dans un terrain qui appartient à la famille Picolet. On a de la chance, on a le cadastre Sarde de 1730. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le cadastre Sarde de 1730 ? On trouve cette représentation. On a le lac des Pères Chartreux, c'est-à-dire le lac de Saint-Clair ici. On a notre fameuse route, et je vous le donne en mille, la parcelle numéro 660, à qui elle appartient ? Eh bien, la famille Picolet. Donc, on a affaire à cette même famille. Et la parcelle 663, alors on ne voit peut-être pas très très bien ici, mais vous allez me faire confiance,
La parcelle 663, qui est indiquée comme étant un murger, c'est-à-dire un tas de pierres, une petite élévation, eh bien, on voit ici, regardez, si vous regardez bien, on voit une représentation assez schématique, il faut quand même bien un peu s'accrocher. On a bien l'impression de voir 4 piliers qui sont reliés par des traverses. C'est une des rares représentations, je dirais, aussi précises qu'on trouve dans le cadastre sarde de fourches patibulaires, qui se trouvent au beau milieu des propriétés de cette famille Picolet, qui devait, ça devait être quand même assez terrible de voir qu'au beau milieu de son champ, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Donc ces fameuses fourches patibulaires, et là, je me suis basé sur les fourches patibulaires qui existaient à Menton. On voit donc ces quatre piliers qui étaient reliés par des traverses, et au sommet, vous aviez donc les armoiries du seigneur qui étaient affichées sur une girouette. Et ces fourches patibulaires de Détrier, elles sont d'autant plus intéressantes qu'on a une autre représentation qui existe sur la carte de Cassini. Alors la carte de Cassini, vous savez, c'est cette carte qui donne une représentation graphique du royaume de France à la fin du XVIIIe. Alors c'est le royaume de France, mais on a de la chance quand il y a des représentations qui existent, on va dire, de la frontière, en tout cas des territoires qui sont limitrophes de la frontière. Et si on prend la planche qui concerne le Dauphiné et le sud de la Savoie, eh bien on voit on voit la frontière qui est ici représentée, qui touche le Bréda, et on a ce petit symbole. Et si on va voir la légende de la carte de Cassini, eh bien, la légende nous indique que ce symbole, ça représente des fourches patibulaires, des potences. Donc voilà, c'est une des rares représentations graphiques avec le cadastre sarde qui nous permet de situer des potences. Il faut bien voir que ces petits bâtiments, généralement, étaient réalisés en bois. Donc, si on ne prenait pas soin de régulièrement les entretenir, ce sont des éléments qui, évidemment, pouvaient très vite partir en poussière, ou en tout cas se détériorer très, très rapidement. Donc là, avec Détrier, on a un témoignage quand même extrêmement précis et surtout une représentation graphique, ce qui est très, très rare. Alors, si on va regarder aussi sur le portail de l'IGN qui s'appelle Remonter le temps, on va retrouver cette représentation. Alors, on voit là, on est dans les années 60 à peu près, autour de 1960. Notre fameux murger avec la potence se situe à peu près à cet endroit-là. Bon, manifestement, il n'y a pas grand-chose. Et de fait, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en vacances à Détrier, eh bien, quand vous êtes au camping municipal, vous êtes à l'emplacement du fameux pré de la famille Picolet, et donc c'est à peu près là où se trouve l'arbre aux feuilles rouges que se trouvaient les fameuses fourches patibulaires de notre marquis de Coudray, seigneur de la Rochette. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Parce que si on va voir les cadastres du XIXe siècle de Détrier, eh bien on se rend compte qu'il y a un lieu-dit qui s'appelle La Potence à Détrier. On va dire, ok, pas de problème, on va voir un petit peu la continuité. Mais on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas du tout au même endroit. Et ce fameux lieu-dit La Potence, il est très facilement repérable, et c'est un lieu-dit, toujours donc sur la commune des Détriers, où on a trouvé des traces d'occupation très anciennes. On a retrouvé des tombes antiques, on y a même retrouvé une Vénus en bronze. Et donc, peut-être qu'on avait à cet endroit des fourches médiévales. On a Ravera, en tout cas, dans sa Savoie pittoresque, qui nous donne une petite description. Là, on est dans les années 1860. Le champ de la Potence occupait la partie supérieure d'un petit mollard, donc toujours une petite éminence, toujours la même chose, s'élevant au milieu du mas des Millières, non loin du village de Détrier. Et effectivement, là, on est juste à l'entrée du village quand on vient de la Chapelle Blanche. Cette sinistre désignation rappelle que là, au temps de la féodalité, se dressaient les fourches patibulaires, soit des comtes de Montmailleur, soit des seigneurs de la Rochette, soit des sires d'Arvillard, car ce lieu se trouvait sur les confins de ces trois juridictions rivales. Alors c'est très curieux, parce qu'effectivement,
quand on va voir, encore une fois, le cadastre du 19e ou même le cadastre actuel, eh bien, on a à l'entrée de Détrier ce lieu-dit de la Potence qui a bien une configuration d'un lieu où des fourches patibulaires auraient pu être plantées. Mais c'est pas là. Hein. Le cadastre sarde nous a montré que c'est plus loin, c'est un petit peu au nord, c'est près du lac de Sainte-Claire. Donc, on en est réduit à des hypothèses. Ce qui est très curieux, c'est que le cadastre sarde de 1730 ne nous indique pas ce lieu-dit, la Potence. Et que, un petit peu plus tôt, au XVIIe siècle, les témoins ne mentionnent pas non plus les éventuelles fourches patibulaires qu'il y avait là. Donc, deux possibilités. Soit il y avait effectivement des fourches patibulaires ici, qui étaient peut-être donc à d'autres seigneurs que le marquis de Coudray, peut-être effectivement les sires d'Arvillard. Soit, autre possibilité, quand les cadastres ont été dressés au XIXe siècle, on se souvenait qu'il y avait un endroit des patibulaires qui avaient été dressés, des fameuses potences. Et puis, on les a placés là, peut-être par erreur. Donc, voilà, là, on en est réduit à des hypothèses, mais vous voyez que Détrier, du point de vue des lieux de justice, est extrêmement riche. J'en viens donc à ma conclusion. Donc, vous voyez que les lieux de justice, ça va de la rue, du chemin rural, de la petite pièce de terre perdue au milieu d'un champ, jusqu'au palais de justice, des bâtiments qui sont spécialement dédiés à la justice. Vous voyez aussi que cette appréhension des lieux de justice, ça nous a permis de parcourir un petit peu la géographie, de s'intéresser à la microtoponymie, j'y reviendrai rapidement dans un instant, et puis également à l'urbanisme. Et on voit qu'on a affaire à une très grande variété de lieux où la justice a pu être exercée. Et puis, et là c'est spécialement le cas avec Détrier, on voit qu'il y a un certain nombre de permanences et d'oublis. Là les jeux de mémoire sont extrêmement importants. Et pour terminer, si vous voulez bien, je vous inviterai à être très attentif. Soyez très attentif à votre environnement et aux plans que vous pouvez éventuellement consulter. Et là, je vais être extrêmement trivial. Un plan des bus. L'autre jour, j'étais près de chez moi, mon arrêt de bus, le réseau des bus de Chambéry. J'observe un peu la carte, j'observe un peu le plan, et qu'est-ce que je vois ? Donc, sur la ligne 19 des bus chambériens qui mènent à Montagnole, eh bien, on a un lieu-dit qui s'appelle Les Fourches. Je n'ai pas mené l'enquête, mais je vais sans doute le faire. Je vous donnerai fort à parier que ce lieu-dit Les Fourches, qui a donné son nom à un arrêt de bus, n'a probablement rien à voir avec des fourches qu'on peut utiliser pour faire les foins, n'est-ce pas, mais qui était probablement l'endroit des fourches patibulaires et donc de la potence qui était dressée pour le seigneur de Montagnole. Voilà, donc regardez bien, quand vous trouvez le lieu-dit Les Fourches, vous avez sans doute affaire à des lieux de justice. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vais vous demander si vous avez des questions. Merci.